Bienvenue dans cette aventure de Wurm sur le festival Roll Internet. Merci. Et donc bonjour à tous. Et donc je faisais un petit résumé donc de la situation. Donc effectivement on est en moins 40 000. Et pour aller vite fait, notre tribu dans laquelle vous allez jouer, qui s'appelle la tribu des totems, et en particulier le clan du cygne. Est-ce que je peux pinguer là? Hop, le clan du cygne qui se trouve ici. Pouf. Ça, c'est la carte de la France. Donc, comme je le disais, vous avez en haut, c'est le sud, le zénith, avec les Alpes à gauche et les Pyrénées en haut à droite. Et en bas, c'est l'ombre, la banquise qui arrive jusqu'au bas de la carte, donc avec le grand fleuve qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la Loire. Et donc, la Lune d'Ivoire est une tribu qui est arrivée il y a quelques générations déjà et qui a piqué toute cette région-là, qui s'est installée dans cette région-là, qui sont les qu'on appelle les grandes steppes, qui sont les meilleures terres de chasse du coin, où il y a beaucoup de grands mammifères et donc beaucoup de viande à se faire pour l'hiver. En plus, cette lune d'ivoire, elle est un peu plus évoluée que vous, puisqu'elle pratique l'art l'art du propulseur, qui est beaucoup plus efficace pour chasser les grands mammifères. Du coup, bah effectivement, la tribu des totems à laquelle vous faites partie s'est retrouvée chassée de ces terres ancestrales où elles avaient l'habitude de chasser. Et elles se retrouvent un petit peu éparpillées autour des grandes steppes. Donc la tribu des totems, c'est le clan du cerf, c'est le clan du lion, etc. On va retrouver ici le clan du mammouth, on va retrouver ici, et on va retrouver ici les clans du corbeau. Donc elles se sont retrouvées éparpillées autour de ces terres qui se sont fait prendre. Et donc du coup, là aujourd'hui, on vit dans une période qui est un petit peu difficile parce que ben on a un renouveau du froid. Donc effectivement, on a eu un réchauffement climatique qui a permis aux hommelons de débarquer en France il y a un bon millier d'années. Mais à nouveau, mais à nouveau, il se remet à faire froid. Et donc du coup, bah, les hivers sont plus longs, plus difficiles, plus rigoureux. Il est plus difficile de chasser parce que ben, les animaux, le gibier est un peu moins nombreux. En plus, vos clans, les clans de votre tribu se sont retrouvés éparpillés un peu à droite à gauche sur des terres un peu moins fertiles que les grandes steppes. Du coup, ça pose aussi des problèmes politiques parce que vous étiez une tribu très unie, vous viviez tous ensemble, enfin vous vous réunissiez assez régulièrement, tous les clans de la tribu des totems, pour chasser ensemble, pour vivre ensemble, pour vous entraider en quelque sorte. Mais là, vous vous retrouvez un petit peu séparés les uns des autres. Euh, Certains sont fâchés les uns un peu avec les autres. Et tout particulièrement vous, le clan du cygne. Que je regarde un truc. Ouais. C'est vrai que j'étais parti sur expliquer. Là, je suis parti sur expliquer l'histoire. Je me demande si je vais pas aussi revenir un petit peu sur les règles avant de me repartir dans l'histoire. Vous interprétez donc des hommes longs. Vous avez remarqué, alors, vous avez remarqué sur votre fiche que vous avez des forces et des faiblesses. Les règles de Wurm sont très simples. Pour faire un jet, de manière générale, on lance 2d6. On lance 2d6 face à une difficulté qui va être, qui va varier entre 3 à 14. 3 quand c'est très facile, 14 quand c'est insensé. Ce sont les seuils de difficulté, parfois abrégés SD si vous lisez des choses là-dessus. Pourquoi il y a... Alors, ce dont il faut avoir conscience, c'est que les personnages sont presque interchangeables. C'était très important à l'époque que les gens soient pas trop différents les uns des autres, parce que si pour une raison X ou Y, il y avait des gens qui étaient vraiment dédiés à la chasse, qui étaient des gros costauds, qui partaient tous chasser, et que la chasse se passait mal, et que du coup il y avait beaucoup de mortalité chez les chasseurs, ou au contraire que les gens qui étaient restés au campement pour X ou Y raison se faisaient massacrer par une bête sauvage qui surgissait dans le camp à ce moment-là,
que le clan, bref, qu'il y avait une grosse perte de- d'individus dans le clan, et ça pouvait poser problème si les gens n'étaient pas assez interchangeables. Donc c'est vrai que vous avez cette particularité, c'est que vous savez tous faire un petit peu tout. Donc vous êtes tous polyvalents. Donc vous savez tous chasser, vous savez tous faire du feu, vous savez tous un petit peu faire des potions, vous savez tous plus ou moins rentrer en transe, etc. Mais certains d'entre vous sont un petit peu plus doués que d'autres pour faire ceci, faire cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les forces. Les forces, c'est un petit peu comme des fées qui se sont posées sur votre berceau quand vous êtes né. Ce sont des animaux totems qui vous donnent une certaine force, qui vont généralement vous donner des bonus, vous donner un d plus. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer 2d6, vous lancerez 3d6, ou vous aurez 2d6 plus 1, plus 2, plus 3. Vous aurez des bonus à vos jets grâce à ces forces-là. Euh, donc à ce moment-là, je vous dirai quand les jets arriveront, qu'est-ce que vous avez comme bonus. Que dire d'autre sur les règles? Vous avez ces forces. Vous avez également des talents qui sont là, qui sont plutôt du domaine de l'acquis, des talents et des savoirs secrets qui correspondent à ce que vous avez appris. Donc vous avez tout ce qu'on appelle l'artisanat aurignacien, c'est l'artisanat de votre tribu. Donc ça veut dire que vous savez, grosso modo, tailler la pierre, euh, tanner des pots, faire de la boucherie, ce genre de choses. Et vous pouvez avoir en plus, comme vous êtes des jeunes, en fait vous êtes des jeunes hommes et femmes avec peu d'expérience, qui démarrez dans l'âge adulte, vous avez un talent ou un savoir secret qui va vous donner quelques capacités en plus. Que ce soit préparer quelques potions, que ce soit faire je sais pas, faire des peintures plus ou moins magiques qui vont vous donner des bonus en plus, ce genre de choses. Euh, voilà pour les règles. Donc vous êtes des hommes longs de la tribu des totems et du clan du cygne noir, donc grosso modo d'une même famille. Ça veut dire quoi le clan d'une même famille? Ça veut dire que vous ne vous mariez pas à l'intérieur de votre clan. C'est un clan qui est plutôt patrilocal. Je crois, c'est ce que j'ai dit, non? Patrilocal ou matrilocal, ça, je m'en souviens plus. Matrilocal, il me semble. Dit matrilocal, je crois. Oui, j'avais un doute tout d'un coup. J'avais un doute tout d'un coup. J'ai vu un doute. Je crois que j'ai dit qu'il était. Où est-ce que j'ai marqué ça? Une prédominance. Non, il est pas trilocal. Il est pas trilocal, mais il a une prédominance féminine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont un peu plus d'influence que les hommes. Mais il est patrilocal, c'est-à-dire que quand vous vous mariez, la tradition est que vous allez, c'est la femme qui vient habiter dans le clan de l'homme. Donc voilà, quand vos femmes se marient, quand les femmes du clan se marient, elles partent dans un autre clan. Après, c'est pas une règle non plus gravée dans le marbre, hein. C'est des choses, ça peut se négocier, que ça se fasse autrement. C'est pas non plus, c'est pas non plus. Donc si vous êtes une femme mariée, alors comme vous êtes jeune, je pense que vous êtes probablement pas trop marié. Ça se fera plutôt généralement entre le scénario 1 et le scénario 2 de cette saga que les mariages vont commencer. Euh, mais C'est un petit peu plus de se marier avec des animaux. pardon. C'est passé de mode de se marier avec les animaux. Ouais, non, ça se fait pas ça. Par contre, effectivement, si j'en reviens aux animaux, vous avez ce qu'on appelle donc des forces. Je vous ai dit que c'est un peu comme des fées qui se sont posées sur votre berceau quand vous étiez petit. Ce qui est très important d'avoir conscience, c'est que ces forces, c'est ce qu'on appelle des totems. Et il y a un tabou totémique, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de tuer les animaux qui sont pour vous un totem. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part comme je le disais, la tribu la tribu des la tribu ça y est, j'ai oublié le nom. La tribu des totems, c'est ça. La tribu des totems. Vous avez, comme vous considérez dans votre mythologie que vous descendez du grand mammouth,
En théorie, vous n'avez pas le droit de tuer le mammouth. Alors on verra dans l'histoire qu'on fera une petite exception parce que les temps sont durs et que faut bien manger. Donc vous avez demandé l'autorisation de tuer le mammouth, mais je vous expliquerai ça au début de l'aventure, pourquoi. Vous n'avez en théorie pas le droit non plus de tuer de cygnes, parce que c'est le totem de votre clan, c'est l'esprit tutélaire de votre clan. Et vous n'avez pas le droit de tuer les animaux que vous avez pour totem à titre personnel dans vos forces. Par exemple, si vous avez la ruse de la fouine, le cri du corbeau, le venin de la vipère, là je prends le personnage de Lune de Jet, vous ne pouvez pas tuer ni de fouine, ni de corbeau, ni de vipère, etc. Si je prends loup vif, il ne peut pas tuer de harfang, de lion, de panthère ou de cheval. Alors ça n'a rien à voir avec votre nom. Quand vous portez un nom, loup vif, tu as le droit de tuer des loups. Ce n'est pas un totem pour toi. Le nom vient du rituel que vous avez eu quand vous êtes passé à l'âge adulte. Quand vous passez à l'âge adulte, l'enfant que vous êtes se voit confier une mission. Généralement, vous partez à deux ou trois ou quatre, quelque chose comme ça, plusieurs enfants en même temps. Se voit confier une mission qui peut être diverse, aller chasser un animal particulier, aller déposer sur une très haute montagne une offrande à un endroit particulier, etc. Se voit confier une mission et on considère que quand cet enfant qui part du clan pour accomplir cette mission, il meurt. Et la personne qui va revenir de cette mission, ce n'est plus la même personne, c'est une autre personne qui vient rentrer dans le clan et donc il se voit attribuer un nouveau nom. Et ce nouveau nom vient généralement de ce qui s'est passé pendant l'accomplissement de cette mission. On peut imaginer par exemple que Louis-Vif, pendant l'accomplissement de sa mission, de sa mission d'initiation, son rite d'initiation, s'est vu à affronter un loup qui était très rapide et il a réussi à gagner contre ce loup. Il était encore plus rapide que le loup. Il a réussi à tuer le loup et donc du coup il s'est retrouvé à appeler Loup-Vif. Ça peut être ce genre de choses. Donc je vous laisse un peu imaginer ce qui a pu se passer pendant votre rite d'initiation qui fait que vous vous êtes retrouvé appelé comme ça, D'accord. à votre retour d'initiation. Vous êtes quelque part des nouvelles personnes qui sont intégrées au clan. Euh, voilà que dire ça. Donc, ce que j'ai parlé un petit peu de tout. J'ai parlé du peuple. Vous êtes des hommes longs, que vous êtes installés ici en France où avant il y avait essentiellement ce qu'on appelait les hommes ours, qui étaient l'homme de Néandertal. J'ai parlé de la tribu des totems, j'ai parlé du clan, les clans des... Effectivement, donc les clans... je vais refaire un tour d'historique après sur cette histoire de clan, parce que ça c'est vachement important. Mais effectivement, il y a la tribu des totems étant regroupée en divers clans qui ont chacun un totem animal, euh, issu de cette génération première. Donc là, effectivement, la, l'esprit, c'est un peu. Oh, je vais le faire je le ferai en roleplay tout à l'heure. On va commencer par une veillée et puis ce sera les anciens de la tribu qui raconteront la légende. Ça permettra de faire un petit rafraîchissement. On va le faire en roleplay comme ça. Ce sera sympa. Après, effectivement, sur vos fiches, vous avez des statuts chasseurs, statuts hein, qui peut être chasseur, qui peut être autre chose, qui peut être sorcier, qui peut être chaman, qui peut être etc. Soigneuse. À savoir que ce statut, il est plus ou moins indicatif. Disons que c'est le truc que vous faites le mieux. Mais comme je le disais, les personnages sont un peu interchangeables. C'est un peu nécessaire parce que bah, vous n'êtes pas très nombreux, l'environnement est difficile, et si certains d'entre vous meurent, il faut qu'ils puissent être remplacés assez facilement. Donc voilà, donc c'est plutôt votre spécialité. Voilà. Et ce genre de choses. Après, que dire d'autre? Que dire d'autre? J'ai mis dans vos fiches, donc vous avez, voilà, les points d'endurance, ce sont vos points de vie que vous perdez quand vous vous faites taper dessus. L'expérience, ça sert à faire des relances quand vous faites, quand vous avez un jet qui se passe plus ou moins mal.
Tatati tatata. Est-ce que je vérifie un truc, je me rafraîchis l'esprit, je rejette un coup d'œil, que je me rappelle comment ça fonctionne ici. L'expérience, elle va augmenter de 1 point par aventure. Ça permet de relancer un jet, c'est ça. Donc grosso modo, si vous échouez à un jet, je vous donne un jet, vous lancez 2d6 ou 3d6 selon votre capacité. Avec un niveau de difficulté, si vous l'avez raté, vous pouvez dire ouais, mais mon personnage il a quand même l'expérience d'avoir fait ça un certain nombre de fois. Donc il faut le justifier. Bon, je serai pas difficile sur la justification, mais faut le justifier. Donc je décide que je fais appel à mon expérience et je réessaye de faire à nouveau cette action. Donc ça, vous consommez 1 point d'expérience. Ça vous permet de faire une relance. Vous démarrez tous avec 3 points d'expérience parce que vous êtes jeune et jeune et voilà, jeune et débutant. Pouf pouf pouf. Il y a ça et il y a autre chose aussi dont je vous ai pas parlé. Il y a ce qu'on appelle la manne. La manne, c'est une bénédiction de votre. Alors hop hop. Est-ce que vous la voyez si je fais ça? Vous la voyez la manne ou pas? Non? Sur Let's Roll. Non, C'est on ça va voir pas quoi. fou. Vous la voyez Ouais, on pas. voit. Vous la voyez pas. Non. Comment faire pour. Comment ça se fait? Partage. Ah, faut que je fasse peut-être partager. Tiens, Mm. hop, si je fais ça, je la partage avec. Hop, je la partage avec tout le monde comme ça. Tac, tac et tac. Voilà. Donc si je fais ça, normalement, vous devriez avoir accès à la manne. Vous devriez avoir un. Peut-être il faut que vous cliquiez dessus, peut-être à droite ou je sais pas quoi, dans création de contenu ou un truc comme ça. Vous devez avoir un bouton vue manne ou quelque chose comme ça. Oui, création de contenu dans Voilà. le menu. Voilà. Ok. Et là, ça marque la manne. Le jeu démarre avec 2 points de manne par joueur, donc vous êtes 5, ça fait 10 points. Ça fait 10 points. La manne, c'est quoi? C'est une aide de votre esprit tutélaire de votre clan. Donc c'est une aide du cygne noir qui vient vous aider. C'est-à-dire que quand vous faites un jet, vous pouvez dire je demande l'aide de l'esprit tutélaire et vous prenez un dé dans la manne. Donc c'est-à-dire que si vous aviez 2d6, vous allez lancer 3d6. Si vous avez 3d6, vous allez lancer 4d6. Vous allez avoir une aide de l'esprit tutélaire qui va vous donner une aide supplémentaire. Donc vous prenez un dé dans la manne, donc la manne va diminuer de 1 point. Au lieu de 10, ça va redescendre à 9, 8, etc. C'est l'esprit qui vous aide. Alors cette manne, elle est commune à tout le monde. Donc c'est bien de vous mettre d'accord, faut que demander l'autorisation aux autres joueurs. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que je prenne un dé dans la manne? Parce que ça appartient un peu à tout le monde. Ça impacte les autres, quoi, quelque part. Et la particularité, alors la particularité, la différence entre la manne et les points d'expérience, c'est que les points d'expérience ne se renouvellent qu'à la fin de l'histoire. Donc vos 3 points d'expérience, vous ne les récupérez quand l'histoire sera finie. Alors que la manne, il y a moyen de récupérer les dés que vous avez utilisés. C'est-à-dire que de temps en temps, quand la situation est un peu calme, le soir à la veillée ou je sais pas quoi, un moment dans la journée, vous pouvez faire un rituel, une bénédiction, vous remerciez l'esprit du cygne noir, vous faites une transe, vous faites un rituel, et si ce rituel est réussi, donc c'est un rituel difficulté 7, si ma mémoire est bonne, et si ce rituel est réussi, et ben vous récupérez un dé dans la manne. Donc c'est intéressant d'utiliser les dés de la manne parce que de temps en temps vous pouvez les récupérer quoi. Dès que vous avez un temps libre, vous dites attendez, on va faire un petit rituel, on va remercier l'esprit du cygne noir et vous faites un petit rituel et hop, vous récupérez le dé de la manne. Du coup, j'ai une question. J'ai en défaut quelque chose qui fait que les mannes sont inefficaces pour moi une fois sur deux. Ah, C'est-à-dire que c'est comment ça se décide quand j'utilise un dé de manne pour savoir si ça foire ou pas. effectivement. C'est quoi, c'est individualiste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Ça veut dire touche pas ça. Petit con. Liste. Individualiste. T'approches pas de la marmite. Individualiste.
Effectivement, c'est un personnage qui est un petit peu, qui va avoir envie d'utiliser la manne pour lui tout seul, de manière un peu égoïste. Il a une tendance à l'égoïsme. Dans les situations où il doit inspirer confiance à un membre de sa communauté, le personnage subit un malus de -2. Mais surtout, l'esprit est un peu dédaigné par l'esprit tutélaire du groupe. À chaque fois qu'il puise un dé dans la manne ou qu'il souhaite la régénérer, je jette un D6, ou le personnage jette un D6. Si le résultat est 1 à 3, l'effet est inopérant. C'est-à-dire que le dé de la manne, il disparaît, mais tu peux pas l'utiliser. Donc vous perdez un dé dans la manne, mais tu n'as pas un dé supplémentaire dans ton jet. Et si l'effet est de 4, 5, 6, alors là tu peux utiliser le dé de la manne. Tu as une chance sur deux pour que si tu fais appel à l'esprit tutélaire du clan, tu as une chance sur deux pour que l'esprit qui te D'accord. refuse ou accepte que de t'aider D'accord. quand tu fais appel à la manne. Vous connaissez ce gosse qui s'approche du four et qui veut essayer de piquer les galettes dès qu'elles sont sorties et qui se prend une tape sur les doigts? C'est lui. Ah là là, vilain. l'esprit tutélaire ne m'a pas à la vilain. bonne. Je rejette un coup d'œil, tatati, ouais, voilà. Après, il y a les concepts. Ah oui, là, il y a les notions de mauvais œil et de bénédiction. Ah, effectivement, j'en ai pas parlé de ça. En fait, c'est les réussites critiques et les échecs critiques, quoi. Où est-ce que c'est? Mauvais œil et aide des esprits. Mauvais œil et aide des esprits. Quand vous faites votre jet et que vous obtenez un double 6 ou un triple 6 ou un quadruple 6 selon le nombre de dés que vous jetez, vous avez ce qu'on appelle une aide des esprits. Ça veut dire que vous allez avoir des aides en plus, des bonus en plus. C'est-à-dire que non seulement vous réussissez l'action, mais vous allez en plus avoir un petit bonus. Quand c'est en combat, par exemple, quand on fait un combat, on fait deux jets. Il y a les jets de l'attaque, et si l'attaque est réussie, on fait les jets de dégâts, selon l'arme que vous avez. Et ben, si vous faites une aide des esprits au moment de l'attaque, et ben, ces points d'attaque viennent se rajouter aux dégâts. Donc ça fait mal. En revanche, le mauvais œil, c'est si vous faites un double 1 ou un triple 1, etc. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Alors ça, c'est embêtant parce que non seulement vous ratez l'action, mais à partir de ce moment-là, vous êtes maudit. C'est-à-dire que vous allez avoir un malus, un mauvais œil, vous aurez un malus à chaque fois tant que vous ne serez pas, comment dire, tant que vous ne serez pas exorcisé. Alors je crois que parmi vous, il y a je sais pas si parmi vous les chamans ils sont suffisamment avancés. Vous avez Je regarde un peu les chamans que vous avez dans le personnage, parce qu'ils sont un peu jeunes vos persos, qui ont commencé Vu dans qu'on les avait des enfants, chamaniques. mais je crois que parmi nous, Chaman, vous avez connaissance du esprit et vous avez la grande vision normalement. Et la grande vision, est-ce que ça suffit pour faire un exorcisme? J'en suis pas sûr. Que je revérifie ça. La grande vision. Quand vous avez, grosso modo, ceux qui ont choisi les voies de chaman, vous avez une aisance particulière à communiquer avec les esprits. La grande vision, c'est c'est un peu le premier stade. Quand vous avez eu votre grande vision, vous commencez à avancer sur la voie chamanique. alors, On peut en parler ou pas parce que c'est censé être secret? Pas spécialement, non. Je vais en parler un peu. C'était juste ce que je voulais vérifier, c'est ce que les exorcismes, c'est à partir qu'on a grande vision. Je voulais vérifier si les exorcismes, on pouvait les faire à partir de la grande vision ou pas. Vous pouvez accéder aux esprits. Donc, grosso modo, dans Wurm, effectivement, il y a le monde réel qu'on appelle les terres du milieu, et il y a le monde des esprits qui se divise entre les terres du haut et les terres du bas, quoi. J'en parle pas trop parce que ça va pas trop jouer, puis surtout parce que c'est très long, qu'il y a beaucoup de choses à dire, et que ça va pas trop jouer dans ce scénario-là.
et que vos personnages connaissent pas trop ce genre de choses encore, ils sont un peu débutants. Le personnage qui a eu sa grande vision, voilà, j'y suis, il a rencontré son esprit auxiliaire et il peut enfin être appelé chaman. Il peut désormais entrer en contact avec les esprits via la transe. Il n'est donc plus nécessaire de sacrifier son sang. Effectivement, parce qu'un personnage qui n'est pas chaman, vous devez, si vous voulez rentrer en transe, donc pour pouvoir communiquer avec les esprits, vous devez sacrifier son sang. Donc, grosso modo, vous donnez un coup de couteau, un coup de silex dans votre paume de la main pour faire couler du sang. Vous perdez du coup un point d'endurance. Et ça, c'est pour accéder à la transe. Mais ceux qui ont, qui ont eu la grande vision n'ont plus besoin de faire ça. Vous pouvez rentrer en transe sans avoir besoin de sacrifier votre sang. L'avantage de rentrer en transe, c'est que vous pouvez ainsi rentrer en contact avec l'esprit tutélaire de votre clan, par exemple le signe noir, qui va vous donner éventuellement des visions pour vous aider ou vous donner des intuitions sur ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait, etc. Et balabala. Bon, après, les histoires de trans, si jamais on en fait, on viendra dessus. Il y a ce qu'on appelle les trans fulgurantes. Si vous êtes vraiment dans l'urgence, en plein combat, vous avez besoin de rentrer en transe pour découvrir quelque chose. Faut faire ça très vite. Donc ça, il y a un malus. Parce qu'il faut faire vite, sinon, voilà. Et également, le chaman, il a accès à un pouvoir de clairvoyance. Une fois par jour, ce chaman-là peut, en entrant en transe, entrer dans le corps d'un oiseau. Donc il faut choisir l'oiseau. Généralement, une fois que tu as choisi un oiseau, tu peux plus le changer. Donc si c'est le harfang, ce sera tout le temps le harfang. Si c'est le corbeau, ce sera tout le temps le corbeau. Si c'est l'aigle, ce sera tout le temps l'aigle. Donc il faut choisir un oiseau la première fois, et après ce sera toujours le même. Alors pas le même oiseau, pas le même individu, mais faut que ce soit le même type d'oiseau, quoi. Ça peut être, ça peut changer de corbeau d'une fois sur l'autre, mais voilà, ce sera toujours un corbeau. Vous pouvez rentrer, et l'avantage, pendant une vingtaine de minutes, eh ben, on peut voir à travers les yeux de cet oiseau, ce qui permet de voir un peu au loin. Hashtag Assassin's Creed. Ça vous permet de voir ce genre de choses. Ceux qui possèdent l'envol de l'aigle, alors grosso modo, pour être chaman, généralement, vous devez avoir une des trois forces qui soit l'envol de l'aigle, soit le cri du corbeau, soit le plongeon du dauphin. Si vous avez l'envol de l'aigle, je crois que c'est le cas, hein, notre ami chaman qui a eu la grande vision, qui est Gruchandré, elle a eu l'envol de l'aigle, donc il faut que ce soit plutôt un rapace. Donc ça peut être un rapace de jour ou un rapace de nuit, un aigle, une chouette, un faucon, un hibou, etc. Donc ce sera plutôt un rapace. Donc il faut que tu te focalises sur un rapace particulier, tu me diras lequel, celui que tu as envie. Selon que ce soit le jour ou la nuit, on verra un peu quand ça se passera, et ça te permettra de voir. C'est vrai que la nuit c'est intéressant parce que du coup, il voit la nuit. Le problème, c'est qu'une fois que tu as choisi un oiseau de nuit, ça marchera moins bien la journée. Alors, à vrai dire, il voit très bien le jour, mais c'est pas... Ouais, mais il dort la journée, c'est pas ça. C'est surtout ça. Faudra le réveiller, quoi. J'ai vu que les hiboux et les chouettes, en fait, contrairement à ce que je croyais, ça dort pas le jour. Je croyais. Ah bah peut-être. Ouais, je sais pas. Bon, après je regardais les exorcismes. Quel niveau il faut avoir pour faire des exorcismes? Ouais, parce que ça peut Ouais. arriver vite Faut être une demi-ombre, et c'est ça le problème. C'est ça que je voulais vérifier. Faut déjà être une demi-ombre, donc c'est voilà, il devient capable d'effectuer des exorcismes. Eh oui. Donc tu ne pourras pas faire des exorcismes, notre ami. Tu n'as pas encore le niveau. C'est le niveau suivant. Donc une fois que tu es rentré dans ta voie chamanique, que tu as fait ta grande vision, l'étape suivante, ce sera pour le prochain scénario, donc ce sera pas le cas. Tu deviendras une demi-ombre, c'est-à-dire que tu parviendras à avoir un accès au monde des esprits. Demi-ombre parce que tu auras un pied dans le monde réel et un pied dans le monde des esprits. Et cette capacité te permettra d'effectuer des exorcismes. Mais tu ne pourras pas effectuer des exorcismes. Donc il faudra que, si vous avez besoin de faire un exorcisme, il faudra que vous trouviez un chaman un peu plus évolué. Vous trouviez un chaman pour faire un exorcisme, pour pouvoir réussir à lever le mauvais œil. Quand vous faites un mauvais œil.
Est-ce que j'ai tout dit? Je sais pas si j'ai tout dit. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave, hein. Si on pourra Après, on peut, en plein milieu de partie faire un tour. si on fait une Technique. transe Oui. et qu'on demande l'aide d'un animal ou d'un totem, des esprits, à quoi on peut s'attendre en pleine action? Qu'est-ce qu'on peut essayer de viser? Alors la transe, comme je le disais, ça permet d'entrer en contact de manière générale avec d'entrer quelque part vers le monde des esprits. Donc c'est un rituel qui prend une bonne dizaine de minutes. Donc il faut avoir le temps de faire ça, sauf si vous faites une transe fulgurante, qui en ce cas ça prend, c'est un peu plus court. Ça prend ça prend oui, environ une minute. Mais par contre, il y a un malus de -2. Mais pour pouvoir faire une transe, le principe c'est ça, c'est que vous versez du sang, sauf si vous avez déjà le pouvoir chamanique. Vous versez du sang et vous faites un rituel avec des tambours, donc si vous n'avez pas de tambour, vous avez aussi un malus de -2. Si vous faites un dessin, donc s'il y a des personnages qui savent dessiner parmi vous, qui ont des talents artistiques, qui savent dessiner, ça peut donner un bonus de +1. Si ça se passe dans une grotte, la transe aussi, vous pouvez avoir un bonus de +1 pour entrer en transe. Ça marche pas, etc. Donc ça marche pas. Voilà, donc ça c'est les choses. Et l'idée c'est que vous rentrez un petit peu dans le monde des esprits. Et généralement ça va être pour avoir une vision, pour demander de l'aide de votre esprit tutélaire. Donc généralement vous allez avoir votre esprit tutélaire qui est le signe noir, qui va vous donner une vision. Donc je vais vous raconter quelque chose d'un peu imagé. Alors il va pas vous parler, je vais pas vous dire fais ceci, fais cela, mais il va faire quelque chose. Et puis c'est à vous de l'interpréter en disant est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille à droite ou est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille à gauche, quoi. Ça va être un peu ça, un peu énigmatique. Ok, mais en plein combat, je vois mal. En pleine action, je vois mal comment ça s'articule. Qu'est-ce que Ah ça bah vient faire là? en pleine action, c'est peut être. Alors c'est vrai qu'en pleine action, en plein combat, si tu fais une transfulgurante, tu te mets un peu à l'écart et tu rentres en pleine action. Les intérêts de la transe, elles sont multiples. Mais ça tu le verras plus tard quand tu évolueras dans tes voies chamaniques. C'est que les trans, elles permettent d'obtenir des pouvoirs. Il Mhm. faut déjà avoir atteint une voie chamanique. Il faut être passé par demi-ombre, puis ensuite voie chamanique. Donc quand tu es en pleine action, tu peux effectivement rentrer en transe, ça va te permettre par exemple d'acquérir un pouvoir si tu l'as pas fait au préalable. Quand tu acquiers ce pouvoir, ton esprit, tes esprits avec lesquels tu rentres en contact vont te donner des pouvoirs un peu magiques qui peuvent être par exemple appeler un animal, qui peut être faire du brouillard, qui peut être respirer sous l'eau, qui peut être lancer des flammes, qui peut être résister au feu, ce genre de choses. Donc Ok. tu peux le Là, faire le concurrent. préalablement, tu peux faire en anticipant avant l'action, mais si t'as pas eu le temps de le faire avant l'action, tu peux le faire rapidement au moment d'une action, mais c'est un petit peu plus dur. Mais, Pour demander mais là, d'avoir ce pouvoir-là que tu pourras utiliser plus tard. mais on peut pas le faire. Euh, Ce que je veux dire, c'est que voilà, tu peux faire ta transe pour aller demander d'avoir ce pouvoir-là à ton. Donc il va te donner grosso modo la capacité de le faire. Et un peu plus tard, tu vas pouvoir le faire, ce pouvoir, l'appliquer, tu vas lancer des flammes ou faire des choses comme ça. Si t'as pas eu le temps de le faire, tu peux le faire en pleine action avec la transfulgurante. Après, tu peux aussi imaginer que vous êtes dans une situation de combat. Vous pouvez, par exemple, en plein combat, demander conseil au signe noir qui va vous dire ah, mais l'animal que vous êtes en train de combattre, il a un point faible. Il faut que vous vous occupiez, vous passiez par en dessous et que vous lui donnez un coup dans le ventre ou par derrière ou je sais pas quoi. Ça peut être ce genre de choses, par exemple. Mhm. Si vous êtes un petit peu en difficulté, tu peux un peu te mettre à l'écart du combat et faire une transfulgurante et demander l'aide et demander l'aide du signe noir qui va te donner des indices et qui va te dire, par exemple, ce genre de choses. Ok. Voilà. Ou alors aussi, ça peut te permettre, parce que tu as besoin de rentrer en transe pour faire de la clairvoyance. Oui, c'est Tu bien. peux par exemple en plein combat décider de faire de la clairvoyance parce que tu veux voir repérer les lieux. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se planquer ou se mettre à l'abri? Donc tu rentres rapidement en transe, tu trouves un oiseau et l'oiseau va faire un petit tour dans les airs et te dire ah par là-bas il y a une grotte, vous pourrez vous mettre à l'abri. Ou il y a une rivière, vous pouvez traverser la rivière et vous serez à l'abri de l'autre côté. Enfin je sais pas, ce genre de choses. Ça peut servir à ça.
Voilà, On voilà. verra tout ça en jeu. Voilà, ouais, vous allez voir ça un peu en jeu. Je crois que j'ai fait un peu le tour, hein. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc je vais en revenir un petit peu à l'histoire qui nous concerne. Donc comme je le disais, on est dans une période de... je vais même ouvrir le scénario à peu près au début du scénario. La situation du clan du Cygne Noir n'est guère enviable. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, tandis que ceux du Cygne Blanc se sont détournés des territoires occupés depuis des générations pour aller chercher refuge et alliance vers l'ombre, ils sont montés un petit peu plus vers le nord, le Cygne Noir, le Cygne Blanc. En fait, le Cygne Blanc, ils sont un peu plus au... Ouais, enfin, il n'y a pas une grosse différence. De mémoire, le Cygne Blanc, ils sont un petit peu plus au nord par ici, alors que vous, le Cygne Noir, vous êtes ici. Au bord de ça. Et donc effectivement, une tradition, une particularité du clan du Cygne Noir, c'est que le Cygne Noir, vos femmes ont ce pouvoir particulier qu'on appelle la danse du cygne. Dès qu'une femme devient adulte, elle est initiée à la danse du cygne. Elle est emmenée sur ce qu'on appelle l'île aux cygnes, où seules les femmes ont le droit d'aller. Donc vous vivez au bord du lac des Brumes, et elle est emmenée sur l'île aux cygnes, qui doit être ce lac-là. Et sur l'île aux cygnes, elle est initiée à un rythme où elle apprend la danse du cygne. Et cette danse du cygne a cette particularité qu'elle est extrêmement séduisante. On prétend que qu'une danseuse cygne qui se mettrait à danser est tellement séduisante qu'elle serait capable d'arrêter un rhinocéros en pleine charge. Tellement le rhinocéros serait séduit par cette danse. Imagine le pouvoir de la danse du cygne. Donc effectivement, tout le monde envie les danseuses cygnes, en particulier les danseuses cygnes du clan du Cygne Noir, qui sont vraiment extraordinaires. Donc toutes les femmes sont initiées à la danse du cygne. Après, il y en a qui la pratiquent plus ou moins bien. Il y en a qui sont vraiment des vraies danseuses cygnes professionnelles de la mort qui tue. Mais sinon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, évidemment, Grusandré est une danseuse cygne. Libellule Joyeuse, je l'ai pas mis dans sa fiche, mais elle est aussi une danseuse cygne à partir du moment où elle est une femme. Yann Fougueuse est aussi une danseuse cygne. Donc elle est chasseuse, mais aussi danseuse cygne. Qui y a d'autre comme femme? Lune du Jet, c'est un homme ou une femme, Lune de Jet? Je crois que c'est un homme, Lune de Jet. C'est un homme. Lune de Jet, c'est un homme. Donc, ben, Lune de Jet, il n'est pas dans ce signe. Donc, voilà. Pareil pour Louis, je ne sais pas Pareil danser. pour Lovif, oui, voilà. Moi, jaune doule, mais je suis un peu vulgaire. C'est ça. Donc, Lune de Jet qui danse, qui boite à moitié. bah voilà, oui, un peu boiteux, ça danse comme il peut. Et la particularité, donc effectivement, tout le monde les envie, les danseuses cygnes, et je suis perdu, je sais plus où j'en étais. Vous, effectivement, donc votre clan, le clan du Cygne Noir, est en difficulté depuis déjà quelques années. Surtout depuis, grosso modo, donc depuis que la Lune d'Ivoire s'est installée, mais la situation n'a fait qu'empirer, parce que l'hiver est de plus en plus rude, de plus en plus long, de plus en plus, il commence de plus en plus tôt. Du coup, le problème du Cygne Noir, c'est qu'il a fait quelque chose qui est un petit peu sacrilège. Le clan du Cygne Noir s'est allié à votre ennemi juré, qui est la Lune d'Ivoire. Vous êtes allié avec votre ennemi juré, et ça, c'est votre ennemi ancestral, et ça, bah, ça passe pas très bien. Grosso modo, la moitié des gens au sein du clan du Cygne trouvent que c'est très choquant d'être allié à ce clan qui, quelque part, a divisé votre grande tribu, qui est la tribu des totems. Et puis l'autre moitié du clan trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que bah, quelque part, ce sont les plus costauds du coin. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, à chaque saison du massacre, vous allez chasser avec eux, et après avoir demandé l'autorisation, vous chassez le mammouth. Donc, et le mammouth, c'est beaucoup de viande pour l'hiver. Donc, depuis que vous êtes allié à la Lune d'Ivoire et que vous avez obtenu l'autorisation de chasser le mammouth de la part de la voix des ancêtres et des chamans, vous arrivez à passer des hivers à peu près corrects.
Le problème, c'est que c'est un peu sacrilège, parce que vous chassez le mammouth qui est quelque part votre totem ultime. L'autre problème, c'est que c'est l'ennemi juré de toute votre tribu, donc quelque part, vous êtes un peu les moutons noirs de la tribu. Tous vos anciens clans amis, que ce soit les clans du cerf, du lion, du bison, rhinocéros, le cygne blanc, etc. Tous, ils vous considèrent un petit peu comme des parias et sont plus du tout copains avec vous parce que vous êtes maintenant copains avec leur ennemi ancestral. Le pire problème, c'est que cet accord avec ce contrat en quelque sorte avec la Lune d'Ivoire a une clause qui est vraiment choquante pour tout le monde, qui est que pas tous les ans, mais assez souvent, tous les 2, 3, 4 ans, l'un des clans de la tribu de la Lune d'Ivoire, qui va avoir un particulièrement bon chasseur, va demander à ce que ce chasseur ait le droit d'épouser une de vos danseuses cygnes. Et ça, c'est sacrilège de donner des danseuses cygnes à des voyous pareils qui sont des gros bourrins. C'est un petit peu sacrilège pour vous, donc vous devez vous séparer tous les 2-3 ans, vous devez vous séparer d'une danseuse cygne de votre clan. Parce qu'elles sont extrêmement séduisantes. Je veux dire, tout le monde dans la région rêve d'épouser une danseuse cygne. Donc voilà un petit peu c'est quoi la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle cette histoire va commencer, le contexte dans lequel vous vous retrouvez. Partagé entre cette alliance qui est contre nature et cet hiver qui est de plus en plus dur et vous avez besoin de nourriture pour passer l'hiver, donc quelque part voilà, faut être pragmatique, faut manger. Donc je vous laisserai un petit peu vous positionner vos personnages. Est-ce qu'ils sont plutôt, est-ce que vos personnages sont plutôt favorables à cette alliance ou ils sont plus parce que ça permet de bouffer l'hiver, ou alors ils sont plutôt défavorables à cette alliance en disant c'est quand même sacrilège de s'allier à des gens qui ont quand même divisé notre tribu et qui sont un peu des gros bourrins, des fois un peu violents avec leurs femmes et ce genre de choses. Donc à vous de voir votre position là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie qu'on se mette. J'ai pas fait de camp d'été. J'ai pas fait je veux dire, de feu de camp. On va dire que ça, c'est le feu de camp, c'est votre camp d'été. On va commencer l'histoire autour du feu, comme ça. Autour du feu, vous allez tranquillement vous présenter vos personnages un petit peu brièvement. Et votre voix des ancêtres, Cygne qui chante, vous racontera un petit peu des histoires une fois que vous vous serez présenté. Donc, grosso modo, on est au moment du solstice d'été. Vous vous êtes réunis pour assister à la grande cérémonie qui renouvelle l'alliance du Cygne noir avec son peuple. Vous venez de descendre de votre camp d'hiver. Vous venez de vous installer au bord du lac des Cygnes. Du lac des Brumes, pardon. La situation pour l'instant est plutôt sympathique, ça y est, l'hiver est passé, la pêche est abondante, tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Et les jeunes danseuses cygnes qui viennent d'être initiées sur l'île aux cygnes viennent de revenir et c'est le soir et on fait une cérémonie autour du feu où les danseuses cygnes se mettent à danser et montre comment elle danse bien et tout le monde est là en train d'admirer ça. Et donc vous êtes en train de regarder ça et dites-moi un petit peu qui vous êtes et ce qui se passe là pendant que vous regardez cette. Alors certains d'entre vous qui sont des danseuses cygnes sont probablement en train de danser avec elle. On va commencer peut-être par, c'est le premier qui est en haut, Lune de jet, un peu, dis-nous un peu qui tu es, présente un peu ton personnage. Alors pour être honnête, j'ai pas vraiment préparé de replay, donc je vais C'est pas improviser. grave, tu fais bref. C'est Lune de G, donc j'ai plutôt un talent avec une facilité avec tout ce qui est plantes, préparation de breuvage, des choses comme ça. J'ai du mal à me déplacer parce que je boite un peu suite à une chasse qui a un peu mal tourné. Donc je me suis fait surprendre et puis je me suis fait attaquer pendant la chasse.
Je sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Donc tu es plutôt orienté. T'as des talents de pisteur, genre flair de loup, des choses comme ça, ou pas ou... Je Que peux je être repère, discrète, non. discret, pardon. Discrète. Et, Lune et de voilà, et jet, ruse de j'ai un la petit fouine. talent D'accord, pour la trance aussi. très bien. Libellule joyeuse, Ah bah parle-nous moi un peu de toi. je suis une femme, surtout celle qui vous rafistole tout le temps en fait, du coup. Euh, je fais ça, je fais aussi du coup comme Lune de Jet des petits breuvages sympatoches que je teste sûrement sur vous. Et et bah ça vous devez sûrement le savoir, c'est que le combat c'est pas trop mon truc quoi. C'est que ouais, je suis plutôt craintif dans ce côté-là. Effectivement, je vois que vous avez tous les deux traditions dans le terme. Donc vous avez des talents pour préparer des potions. Lune de jet, c'est tradition de la toundra Moi et c'est libellule Taïga. joyeuse, c'est tradition de la taïga. Je crois que je vous ai pas dit à quoi ça correspond. Est-ce que vous l'avez trouvé quelque part ou pas, non? Sinon, il faudra que je vous le Euh, dise. Sur la fiche perso, j'ai que je peux craft des breuvages avec les différents effets. ouais, c'est ça. D'accord, j'ai indiqué les différents breuvages. Parce C'est ça, qu'effectivement, je c'est suis deux d'accord. traditions particulières et qui c'est pas les mêmes breuvages que vous pouvez faire. Donc si c'est marqué sur les fiches, eh ben c'est formidable. Ah oui, je les ai mis là, je vois. J'ai fait des copiés d'images. Donc effectivement, en tradition de la toundra, ce seront des breuvages qui sont plus orientés un peu magiques. Le feu, la force, les ténèbres, les étoiles. Alors que tradition de la taïga, ce sont plutôt des breuvages pour soigner. Baume de Ou guérison, empoisonné. breuvage de vie, ou pour empoisonner, poison, huile de lune. Voilà, L'huile de effectivement. lune, j'ai pas trop Huile compris. de lune. Une résine. Ah L'huile oui, de ça permet lune, ça permet de... Ça se met de sur rendre une arme, solide c'est une ça? arme. Ouais, C'est ça. ça permet de Rendre rendre une arme un indestructible petit... pendant 24 heures. Ça devient une arme magique, donc vous avez un bonus de +2 aux dégâts. Donc un petit peu avant un dégât, avant un combat, tu peux Oui. préparer un peu d'huile de lune et puis mettre sur les armes de tout le monde, comme ça vous aurez un +2 aux dégâts. Faut faire ça la veille puisqu'il est valable que pendant 24 heures. Ouais, je vois bien. Bon, je suis slash poigneuse, soit slash empoisonneuse, si j'ai bien compris. Voilà, ouais, c'est soit soigneuse, c'est un peu ça, ouais. Au choix, l'un ou l'autre. Les deux vont ensemble. Ça dépend de mes humeurs, moi je dirais. Voilà, ça dépend si tu aimes la personne ou pas. Loup vif, dis-nous un peu qui tu es. Louvif est un homme bien bâti qui est doué pour la chasse et les combats. Il est endurant à la course, il lance bien les lances, il sait attaquer avec la férocité du lion. Et quand on l'attaque, il sait esquiver bien. Il a un savoir utile qui est qu'il semble connaître les points faibles des animaux, enfin des grands animaux de grande taille, pour les frapper là où ça va faire le plus mal et les empaler afin de les tuer et de Plus faire de la facilement, plus viande. efficacement. Ouais. Mais malheureusement, tout ça l'a rendu un petit peu arrogant, ce qui fait que Louvif pense un peu à sa gueule en premier. Et son œil là est légèrement les flammes du camp se reflètent dans ses yeux quand il voit danser les danseuses. Il pense plus à ce qu'il ferait effectivement avec une danseuse que au bien que cela apportera à toute la tribu. Et ça lui a joué des tours par le passé. Effectivement, parce qu'il n'a pas le droit de s'allier avec les femmes de son propre clan. Aïe, aïe, Et aïe. oui, C'est bien malheureux ça. c'est dur. Les traditions des Ouais. clans. Effectivement, oui, Fureur du Lion, tu disais, ça te donne un bonus à l'attaque, ça te donne aussi un bonus pour lancer des cris de chasse. C'est intéressant les cris de chasse, parce que ça peut permettre de faire fuir un animal. Ah, c'est bien. Il y a une technique effectivement de combat, en particulier dans Wurm,
qui est de crier pour faire fuir un animal. Donc, ça s'appelle effrayer. C'est une action qui s'appelle effrayer. Derrière, la personne en face, enfin, l'animal, l'ennemi ou je sais pas quoi, doit faire un test de sang-froid ou subir un malus ou fuir en courant s'il échoue. Euh, donc ça peut faire fuir tu peux faire fuir un animal pour deux raisons. La première, c'est effectivement parce que tu as pas envie de te battre contre lui, Si que c'est un animal totem, si un lion dans par son exemple, la par tribu, exemple, je effectivement, vais si c'est tout un faire pour ne âme, pas c'est l'attaquer. un animal totem. Mais l'autre, l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez avoir préparé un piège, parce qu'on peut préparer des pièges dans Wurm, un piège à épieux par exemple, ou ce genre de choses, et tu peux décider de te faufiler discrètement derrière lui et le faire fuir dans la direction du piège. Et dans ce cas, il va se Et jeter oui. sur le piège et se faire empaler. C'est aussi une technique de chasse particulièrement efficace. Et l'avantage, c'est que c'est très efficace et c'est un peu moins dangereux que de l'affronter directement. Donc Et oui. pensez-y, c'est quelque chose qui peut servir, ça. Personnage suivant, Grusandré. Bonjour à toute la famille. Donc, Grus André qui danse. Elle a, comme beaucoup de femmes de la tribu, été sur l'île et c'est une très très charmante et charmeuse danseuse. N'était que, elle a eu elle aussi un accident qui l'a laissé assez défigurée et que les perspectives de mariage ou les sujets de mariage sont un tout petit peu étranges, douteuses même en ce qui la concerne. Sachant que elle est plutôt à vouloir non pas s'allier mais simplement faire à la rigueur contre contre mauvaise figure bon cœur et bonne figure au contraire avec et partager les carcasses avec le clan d'à côté, hein, les ennemis qui le redeviendront parce qu'on ne mélange pas les corbeaux et les loups. Elle est vraiment déjà une chamane, j'allais dire accomplie, qui est capable d'entrer et de guider en transe. Et par contre, elle participe aux chasses et à tout ce qui peut demander de l'aide. Très bien. Plutôt orienté, je crois, attaque à distance, parce qu'elle Oui, n'est pas elle forcément est très frondeuse. costaud. Donc elle est Voilà. plutôt du genre à lancer à lancer des frondes, ce genre de choses, quoi. Attaquer à la fronde. Avec, je crois, tu as. Ah non, tu as pas le vol du harfang. Et non, j'aurais bien aimé. Ah, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Mais tu as la magie du rhinocéros. Et ça peut remplacer. La magie du rhinocéros, il va t'aider, il va te donner un bonus pour faire des fétiches. Tu Comme peux ça, on peut le essayer faire de même si on n'est pas un faire. fétichiste. D'accord, un Ouais, féticheur. je pense que tu peux faire. Ouais, tu peux faire des fétiches avec l'aide de la magie du rhinocéros. Entier Ah, m'y même pas intéresser, sûr, pas sûr, effectivement. pas sûr, pas sûr. Remarque. Ouais, on peut se penser les scénarios, sinon on fera pas le difficile. Dans tous les Mais cas, je m'intéresse beaucoup à la chasse, à ce que fait le corbeau pour avoir des outils, les animaux malins qui sont nos guides. Voilà. Et je vais. Oui. je reparlerai forcément comment leur voler leur lombra et quel est leur totem qui leur a donné le lombra, qui propulse. Mhm. Talent et savoir secret, page 111. Eh bien, on va passer à, pendant que je rejette un coup d'œil à cette histoire de fétiche, enchantement. Là, machin. Ouais, c'est un savoir secret, arme magique. Tac, silence d'ivoire, objet de pouvoir, fétiche. Ah oui, effectivement, tu n'as pas le savoir secret fétiche. Est-ce que l'un d'entre vous a le savoir secret fétiche? Et non, c'est l'artisan qui l'a et qu'on n'a pas pris. Ah, bon, bah voilà. Bon, eh ben, écoute, la magie du rhinocéros te permettra de quoi d'ailleurs? Si tu as pas le, C'est pour ça si que je tu n'as posais pas, la question. Ça c'est sert un à peu quoi? bizarre. Pour les enchantements et contre les malédictions, ça te permet de te protéger des malédictions, effectivement. Ça permet de protéger des malédictions. En fait, ça te permettra un peu plus tard, quand tu évolueras dans tes voies chamaniques, tu pourras lancer des enchantements quand tu seras devenu chaman complètement accompli, quand tu auras rentré dans la voie chamanique. Ou tu pourras éventuellement acquérir le savoir secret fétiche quand ton personnage évoluera au prochain scénario. Voilà, voilà.
Et personnage suivant, c'est Yen Fougueuse. Oui, alors moi c'est Yen Fougueuse, donc je suis une femme du clan, mais j'ai jamais vraiment aimé la danse. Et au contraire, tout ce que ça m'a appris, c'est des techniques de combat. Donc j'utilise un peu tous ces mouvements pour être avec plus de réflexes, être plus à l'aise, plus rapide. Et surtout, ça m'a permis d'apprendre à combattre à deux mains. Donc voilà globalement qui je suis. Et du coup, je ne supporte absolument pas l'idée qu'on ait qu'on ait créé une alliance avec les clans du Levant. Que déjà, j'ai pas envie de quitter mon camp pour me retrouver chez eux. Mais bon, a priori, si je danse pas, ça devrait pas arriver. Donc voilà globalement qui je suis. Très bien. Et ben effectivement, vous êtes autour de ce feu de camp. Vous êtes autour de ce feu de camp. Vous pouvez donc, Sin qui chante est en train de danser, il y a la cérémonie qui se passe, et pour faire des bénédictions pour les esprits. Tati tata. Et ceux qui veulent participer à la cérémonie, donc soit vous dansez, soit par exemple vous chantez, vous jouez du tambour ou des choses comme ça. Vous pouvez me faire un test de cérémonie, donc ça peut être 2d6 pour ceux qui ont un bonus particulier pour les cérémonies. Vous pouvez appliquer votre bonus, la danseuse cygne va avoir bonus de plus 1. Dans ce signe, il va avoir un bonus de plus 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonus? Danser pour les esprits. Ceux qui ont la grâce du signe vont également avoir une prime. Ça doit être un D6 en plus, je pense. Ouais. Et puis c'est tout. Donc dans ce signe, on Voilà. sait parce que c'est notre métier, mais c'est pas forcément marqué dans les atouts et les fétiches, c'est autre chose. Ouais, dans ce signe, donc toutes les femmes, grosso modo, parce que vous êtes tous dans ce signe en fait. Toutes les femmes, vous avez un bonus de plus 1. Ceux qui ont la grâce du signe ont un D en plus. Donc ça veut dire 3d6. Et voilà. Et ceux qui font plus de 7, eh ben, ils auront réussi la cérémonie. Moi, du coup, j'ai réussi. Je sais pas si l'idée s'est affichée. J'ai vu un truc, c'est Une de on te voit, je sais pas comment lancer moi. Alors, je vois les résultats. J'ai l'une de jet qui a fait 10, donc qui a réussi son jet, c'est très bien. Modificateur, du coup, c'est plus simple. Je vous dirai tous ceux qui vous ont réussi, qu'est-ce qui va vous arriver. Alors, j'ai pas encore compris comment on lance. Alors, Libellule Joyeuse a fait 7, donc ça marche aussi. Comment on lance, s'il vous plaît? Michael, dans la fiche perso, t'as un onglet lancer de dés. D'accord. Je sais pas s'il y a moyen de les mettre en raccourci d'ailleurs. Sinon, oui. J'ai normal. Sinon, vous pouvez le faire de manière bourrine avec en tapant /R. On peut le faire. Normalement, ça marche, la chair, par exemple, 2d6. Si je fais ça, ça marche. Dans le chat. Ouais, dans le chat, vous tapez, par exemple, ça. Hop. Vous tapez /R 2d6 et ça en lance 2d6. Bah du coup, je les vois pas les dés. C'est qu'a fait une manne. Bon. Alors, je ne danse pas, mais c'est juste pour tester. Mais tu peux faire un rituel sans danser, tu peux jouer du tambour, tu peux chanter, tu peux... Moi, je fais au tu lances tambour. 2d6. Ben, j'ai fait 8. Voilà, 8. Alors, je sais pas pourquoi ça met toujours résultat avec man, je pense que c'est clair parce que t'as pas utilisé la manne normalement, mais c'est pas grave. Comment que ça a été coché dans la fiche perso, je sais pas. Ben, je crois pas, non. Non, il est pas coché. Non, il est pas coché. Ça me le fait des fois aussi, je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Qui on a? Bon, c'est parfait, mais vous avez l'impression que vous avez tous réussi là. Est-ce que j'ai fait un G, moi? Je suis pas sûr. J'ai Grue Cendrée, j'ai L'eau vive, j'ai Libellule Joyeuse, j'ai Lune de Jet,
J'ai que Yann Fougueuse qui veut pas participer au rituel, qui reste dans Si son je coin en participe, ronchonnant. ouais, je ronchonne, je C'est veux pas comme tu danser. veux. Tu veux pas participer, Oh, tu te concentres de regarder, c'est ça? oui, voilà. Bah si tu veux. C'est toi qui vois. Ah, c'est qui là? C'est juste un deuxième jet pour tester. Pour tester. Euh, Bon, ça marche. je sais pas ce Ok. qu'il fait. Effectivement, parce que Résultat. je pense que c'est intéressant quand même que tu fasses un petit effort participer parce que ceux qui ont tous réussi là, vous allez avoir une prime d'un D6 pour 3 tests. Bon, ben, je Vous avez une... participe malgré moi. Ça m'entraîne. non, Je ronchonne, mais je danse aussi. Tu vas danser un peu. Eh ben, c'est marche aussi. Bah écoutez, voilà, Je danse bien. vous aurez tous le droit à un D6. Donc pour 3 tests, vous le notez dans un coin que pour les 3 tests, ce que vous voulez, ça peut être n'importe quoi, vous aurez le droit de lancer un D6 supplémentaire. Voilà, voilà. Bien. Eh ben la cérémonie, elle est bien assemblée, elle s'est bien passée. Tout le monde est bien content. Puis petit à petit, avec la soirée qui avance, une ambiance un peu lourde s'installe dans l'assemblée. Vous avez tous en tête ce qui risque de se passer à la prochaine lune, parce que, enfin la prochaine lune, non, à la prochaine saison, à la saison des massacres. Vous savez que vous allez partir au camp de chasse de la lune d'ivoire dans les Grandes Plaines pour retrouver la lune d'ivoire et chasser le mammouth avec eux. Et vous savez tous que l'une de vos danseuses cygnes ne reviendra pas parce qu'elle devra épouser l'un de leurs chasseurs. Euh, c'est quasiment certain ce que ça va se passer cette année. Et en particulier, vous êtes tous à peu près sûrs que ce sera la petite dernière parce que elle a été plus ou moins repérée par quelques chasseurs qui s'appelle Vive Lune. Cette petite dernière, cette petite jeune danseuse cygne qui a à peine 15 ans et qui est très clairement la plus séduisante des danseuses cygnes que vous avez aujourd'hui. Et vous êtes à peu près certain que cette jeune demoiselle va être demandée comme épouse par l'un des chasseurs de la Lune d'Ivoire. Donc c'est pour ça que vous avez tous un petit peu le cœur gros, parce que vous êtes convaincus que Vive Lune ne reviendra pas de cette chasse au mammouth avec la Lune d'Ivoire. Mais ça, ce sera à la prochaine saison, donc à la saison des massacres. Grosso modo, ouais, les raisons pour lesquelles ces tribus du Levant, comme on les appelle, sont un petit peu rejetées, c'est que ces hommes-là, ils respectent pas assez les animaux totems de votre tribu. Pour eux, un animal, c'est juste une proie. Alors que pour vous, ce qui est très important, c'est que avec chaque animal, il y a eu ce qu'on appelle un contrat de chasse. C'est-à-dire qu'avant de chasser une nouvelle espèce animale, ce que vous faites dans votre tribu, c'est que vous entrez en transe, vous entrez en contact avec l'esprit de cet animal, et vous demandez l'autorisation à l'esprit de cet animal de le chasser. Si vous découvrez une nouvelle espèce, alors vous faites ça qu'une fois, hein, mais c'est quand vous découvrez une nouvelle espèce d'animal que vous n'avez jamais vu, si c'est la première fois que vous rencontrez, je sais pas quoi, le bison à poil vert, vous faites un esprit, vous rentrez en transe pour rentrer en esprit vous rentrez en contact avec l'esprit du bison à poil vert et vous demandez l'autorisation d'avoir le droit de le chasser. À partir de ce moment-là, bah, chaque année, vous aurez le droit de chasser ce bison-là, etc. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc vous avez vraiment un sens de respect de l'animal. Et donc c'est un peu ce genre de vulgarité que vous aimez pas chez ces gens que vous trouvez un peu rustres. Alors Ben, évidemment, surtout la chasse au mammouth qui est quelque part votre esprit tutélaire le plus important, quoi. Même si vous savez que Sin qui chante et la voix des ancêtres. Alors ce qu'on appelle la voix des ancêtres dans vos clans, il n'y a pas vraiment de chef en fait dans votre clan. La voix des ancêtres, c'est 2, 3, 4 personnes qui sont les plus anciens de la tribu, qui sont considérés comme un petit peu les décideurs du clan. Donc quand il y a une grande décision à prendre, bah, la voix des ancêtres, les 2, 3, 4 anciens les plus anciens, se réunissent et parlent entre eux pour prendre des décisions.
Alors, la voix des ancêtres, entre autres, chez vous, il y a Sin qui chante. Cette personne un peu âgée. Tout le monde l'aime beaucoup. C'est une grande chamane qui est assez âgée. Elle a 43 ans. Elle fait partie de la voix des ancêtres et j'ai pas le nom des autres personnes, mais elle est vraiment quelqu'un que tout le monde aime beaucoup dans le clan. Elle est très influente dans le clan et elle a beaucoup tout le monde l'adore quoi. Il y a une autre personne aussi qui a pas mal d'influence dans le clan, qui fait pas partie, je crois, de la voix des ancêtres, mais qui est souvent consulté. C'est ce gars-là qui s'appelle Aigle Vert, qui lui est le meneur de chasse. C'est un petit peu celui qui donne les consignes. Donc lui, il a 37 ans, il est un petit peu plus jeune, mais il commence à être vieux, il est un petit peu sourd d'oreille, donc il aime pas d'ailleurs qu'on lui fasse remarquer qu'il est sourd, il le prend assez mal. Donc faut pas trop lui dire qu'il commence à se faire vieux et qu'il commence à être sourd, il aime pas ça. Euh, Lui, donc effectivement, ce meneur de chasse, c'est un peu celui qui va organiser les chasses quand vous partez faire des chasses un petit peu. Partez chasser des animaux un peu plus gros, que ce soit du mammouth, enfin, le mammouth, c'est uniquement avec la laine d'ivoire, mais ça peut être du bison, ça peut être du rhinocéros, ça peut être de l'auroch, donc des animaux, ou du cerf ou du mégacéros, ou ce genre de choses. Quand vous partez à des grandes chasses comme ça, c'est un peu lui qui organise la stratégie de la chasse. Il va dire on va faire ceci, on va faire cela, on va installer des pièges, on va s'organiser comme ça. Donc c'est un peu celui qui organise la chasse. Et il est assez influent aussi Comment dans le clan. déjà? Il s'appelle Aigle Aigle Vert. Vert. Aigle Vert. D'accord. Et alors leur position, donc ici on a évidemment Vive Lune, qui est a priori pas très favorable à ces histoires de mariage. Vous sentez qu'elle est pas super contente, elle a pas super envie d'aller se marier avec quelqu'un de la tribu là-bas. Sin qui chante, elle est, j'ai envie de dire, favorable, mais avec modération. Mais voilà, c'est un peu elle qui a négocié cette alliance avec la tribu de la Ligne d'Ivoire, parce que ben, au moins grâce à cette alliance, ben, vous survivez l'hiver. On peut pas en dire autant des autres clans. Il y a des autres clans qui ont vraiment du mal à passer l'hiver et qui ont souvent des morts pendant l'hiver, alors que vous avez relativement pas trop de problèmes l'hiver hein, à survivre grâce à ces chasses-là. Donc elle est plutôt favorable, alors que notre ami Aigle Vert, lui, il s'affiche comme étant plutôt contre cette alliance avec avec la tribu comment dire, la tribu de avec la tribu de la ligne d'Ivoire. Mais lui, il est pas voix des ancêtres, donc bon, il est souvent consulté pour qu'on lui donne son avis, mais grosso modo, il n'a pas grand-chose à dire. Une deuxième raison pour laquelle cette alliance est pas très aimée, c'est que les chasseurs de la Lune d'Ivoire, ils sont accompagnés par de très puissants esprits qui leur a permis de fabriquer des armes puissantes, hein, les propulseurs, les larmes à pointe d'ivoire, etc. Ils savent se battre de façon redoutable. Euh, Ça dure un petit peu plus faible, ils sont un petit peu moins costauds que vous, mais comme ils ont vraiment une technologie qui est vraiment supérieure, ils sont un petit peu plus forts. Donc ils font un peu peur, quoi. C'est pour ça qu'ils sont pas super aimés, quoi, ces gens-là. C'est des mecs qui sont un peu moins costauds et pourtant ils font plus de dégâts. Et nous, Voilà. Et nos outils sont faits en quoi? C'est plutôt encore silex ça et... va être, alors ça va être bois déjà, ça va être silex et ça peut être os, mais pas ivoire. Donc os, ça va être les os des animaux ou alors les cornes, les bois des cerfs, les bois des animaux. Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Donc c'est de l'os, mais c'est pas de l'ivoire. L'ivoire est un peu plus fin, précis. Ça permet de faire des armes qui sont plus aiguisées, qui font plus de dégâts en fait. Tu peux mieux le travailler l'ivoire. Ensuite, Horreur Suprême, le tout dernier, et là accrochez-vous. Le tout dernier raison pour lesquelles les gens ils aiment vraiment pas la tribu de la Lune d'Ivoire, c'est que les hommes du Levant peuvent faire acte de cannibalisme. Ils s'autorisent à manger leurs ennemis ou à les réduire en esclavage.
Alors c'est pas leur pitance quotidienne, Bah, hein, super. c'est vraiment c'est pas ce qu'ils mangent tous les jours, mais il y a des légendes qui courent comme quoi une de leurs pitances quotidiennes serait à base de chair de semi-velus, parce qu'ils appellent les semi-velus, que vous appelez les hommes ours, qu'aujourd'hui on appelle les hommes de Néandertal. Il y en a certains qui prétendent qu'ils vont jusqu'à manger des hommes ours, comme s'ils considéraient que c'était des animaux, quoi. Donc Monstre. c'est quelque chose qui pour vous vous tient en horreur. À tel point que il y a quelques années, une jeune danseuse cygne, tout le monde se rappelle de cette jeune danseuse cygne qui s'appelait Grenouille et qui rappelle un petit peu Vive-Lune, qui fait un petit peu penser à Vive-Lune. Grenouille qui devait se marier avec un chasseur du clan de la Souche. Et elle avait tellement en horreur cette idée, cette légende qu'elle devrait, avec eux, manger des semi-velus, des choses comme ça, qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc tout le monde se rappelle de Grenouille qui, il y a quelques années, un petit peu comme Vive-Lune, qui ressemble un petit peu comme Vive-Lune, était un petit peu rebelle, un peu le même caractère, toute mignonne, toute jolie, et qui devait se marier avec quelqu'un du clan, de la Souche, de la tribu de la Lune d'Ivoire, a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de l'épouser. Donc c'est voilà, c'est une situation qui est un petit peu tendue et qui vous avez tous en tête en ce soir d'été. Donc, il y avait le côté un peu la soirée qui a bien commencé avec la fête du cygne. Les femmes sont revenues de l'île aux cygnes. Tout le monde était bien content. Le cygne noir vous a donné des bons augures, vous disant que l'été va très bien se passer, que vous allez bien chasser, que tout va bien se passer pendant cet été. Et puis derrière, l'ambiance est quand même un petit peu plombée en fin de soirée parce que vous êtes tous rappelés ce qui risque de se passer à la prochaine saison. Et c'est ainsi que se termine la scène 1 de cet acte 1. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons faire une petite pause.